propose de commencer. Alors moi je suis venu vous faire une petite introduction à TypeScript. Avant de parler de TypeScript, on ne va pas plonger tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par voir quelques prérequis pour bien comprendre ce que fait TypeScript. Et je vais d'abord commencer par me présenter. Donc moi je suis développeur web dans une ESN qui s'appelle Decube, spécialisée dans les technologies Microsoft. Et ça fait à peu près 2 ans et demi, je suis sur un projet en AngularJS et TypeScript. Je suis organisateur aussi du Meetup Paris TypeScript. Je profite pour passer un petit mot pour les Meetups, si vous avez l'occasion d'y aller et tout. Il y en a franchement pour tous les goûts et c'est vraiment une super bonne ambiance. Donc si vous avez l'occasion d'aller au Meetup, allez-y. Et j'ai un petit blog aussi, comme tout le monde ici, sur le développement web. Voilà, qui s'appelle checkdatecode.fr. Il n'y a pas pour l'instant beaucoup de choses. Je vais essayer de mettre du contenu régulièrement quand j'aurai le temps. On va commencer par voir quelque chose de très important, l'ECMAScript et la transpilation. Alors, est-ce que dans la salle, qui sait ce qu'est l'ECMAScript? Bon, il y en a un, ok. Très bien. Bon, je m'attendais un peu, si tout le monde avait levé la main, ça aurait été un peu compliqué. C'est très important de comprendre ce qu'est l'ECMAScript et pourquoi il existe la transpilation pour comprendre l'une des principales features de TypeScript. Alors, qu'est-ce que l'ECMAScript? Eh bien, l'ECMA, qui est donc un organisme qui fait des standards, au même titre un peu que le W3C. Le W3C, par exemple, va faire les standards pour le web, donc pour le HTML, le CSS et les Web API. Eh bien, l'ECMA rédige des normes, entre autres, à part, il en rédige d'autres, mais il rédige principalement aussi l'ECMAScript, qui sont des spécifications pour les langages de script. Les langages qui implémentent ces normes les plus connus, c'est le JavaScript, qu'on connaît pour la plupart, l'ActionScript qui est un langage d'Adobe, et il y en a d'autres un peu moins connus. Et la première version est sortie en 1997. Ici, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on dit que le JavaScript est un langage interprété. Ok? Donc il faut un interpréteur. D'accord? Et donc, chaque navigateur qu'on utilise, chacun des navigateurs web, embarque un moteur JavaScript qui va donc parser, lire, exécuter notre JavaScript. Et ce qui est très important de comprendre, c'est donc quand il y a une nouvelle version des normes qui sort, eh ben, chaque navigateur doit mettre à jour son moteur JavaScript pour implémenter les dernières normes et pour qu'on puisse, nous, développeurs, utiliser les nouvelles features sur ces navigateurs. Pour vous citer quelques noms, le moteur JavaScript de Edge a été open sourcé il y a quelques temps, il s'appelle Chakra. Le moteur de Google est aussi connu, donc le moteur de Chrome. Il s'appelle V8, c'est celui qui permet de faire tourner entre autres Node.js. Et puis il y a aussi par exemple pour Mozilla, SpiderMonkey, Rhino, etc. Pour vous faire un petit retour historique aussi, on sait que le JavaScript, depuis 2009 et la sortie de Node.js, ça fait un énorme bond. Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent au JavaScript, qui ouvrent leurs produits vers le JavaScript, etc. Donc la première version, elle est sortie en 1997. Il a suivi quelques versions assez succinctes. Et il y a eu une version 4.0 au début des années 2000 qui devait apporter plein de choses au JavaScript, qui devait apporter les classes, les interfaces, etc. Et puis cette version, elle est tombée à l'eau parce que le terrain n'était pas assez propice à proposer autant de fonctionnalités. Et du coup, eh bien, ceux qui devaient implémenter ces normes, ils ont dit, il y a eu des raisons politiques qui a fait que cette version est tombée à l'eau et ils ne voyaient pas encore l'intérêt d'implémenter de faire tout ce travail pour le JavaScript. Il y a eu une version 5 qui est sortie quelques années après qui apportait quelques petites choses et on a énormément parlé du JavaScript, notamment en 2009 avec la sortie de Node.js, mais notamment l'année dernière, donc en juin 2015, avec la sortie de l'ECMAScript 6. Et l'ECMAScript 6, c'est une grosse révolution dans le JavaScript puisqu'elle apporte énormément de features. Vraiment beaucoup de features. Juste pour vous montrer, ça c'est la première page donc, des specs. L'ECMAScript, le nom du document officiel, c'est l'ECMA 262. C'est disponible en ligne. Ça fait 600 pages. Je vous conseille pas forcément de le lire, sauf si vous êtes très courageux. Pourquoi? Parce que c'est des spécifications. Donc il y a des livres online qui vous décortiquent les specs et qui vous apportent beaucoup de choses. Les spécifications, c'est assez difficile à lire. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi là dans le JavaScript, c'est que vous avez un groupe sur GitHub qui s'appelle le TC39. C'est pas un nom anodin, puisque le TC39 c'est le groupe au sein de l'ECMA qui s'occupe de rédiger les specs. Donc c'est normal si vous retrouvez ce nom TC39. Et ce TC39,
TC39, il a notamment un repo pour les specs de l'ECMAScript. Et donc sur GitHub, vous pouvez suivre en temps réel la mise à jour des spécifications et leur développement. Et vous pouvez également collaborer et participer. Pareil, ils ont un repo qui est très important aussi, qui s'appelle Proposal. Et dans ce repo Proposal sur GitHub, donc dans le groupe TC39, vous pouvez voir toutes les propositions qui sont en cours d'étude, prévalidées et planifiées pour la prochaine version de l'ECMAScript. Une autre chose qui est importante, c'est que je vous ai parlé d'ECMAScript 1, ECMAScript 2, etc. Maintenant, on abandonne ces noms. L'année dernière, on parlait d'ECMAScript 6, mais on parlait aussi d'ECMAScript 2015, puisque depuis l'année dernière, l'ECMA et le groupe TC39 ont décidé de sortir une nouvelle version des specs tous les ans. Donc là, tous les ans, on va avoir des nouveautés en JavaScript. Donc cette année, en juin 2016, est sorti d'ailleurs l'ECMAScript 7, que vous pouvez voir ici. Donc on dit la 7e édition ECMAScript 2016. Alors ça, c'est les features qu'apporte l'ECMAScript 6. C'est une petite partie des features, pas du tout détaillées. Il y en a encore bien plus, et c'est vraiment trop gros pour rentrer sur une slide. Et je pourrais faire plusieurs jours pour vous parler de toutes les nouveautés et les dessous de ces nouveautés. On remarque qu'il y a des choses quand même qui parlent aux développeurs, par exemple C#, comme les fonctions fléchées ou les lambdas, les maps, les sets, les itérateurs et générateurs, les classes qui sont une grosse nouveauté en JavaScript, les templates littérales qui ressemblent au string format, etc., etc. Donc ça c'est pour vous montrer que l'ECMAScript 6 ça a été vraiment une grosse version. Et c'est pour montrer aussi autre chose, puisque j'entendais souvent au début de la sortie de TypeScript, ah TypeScript ça apporte les classes, TypeScript, les classes ça ne fait pas partie de TypeScript, les classes ça fait partie du JavaScript d'aujourd'hui, ça fait partie de l'ECMAScript 2015 et donc de l'ES6. Et ça, c'est les features de l'ECMAScript 2016. Alors il y a un nouvel opérateur et une nouvelle propriété sur les tableaux. Ce qui est normal, puisque l'ECMAScript 6, ils ont eu plusieurs années pour maturer, préparer, etc. Et maintenant qu'on est parti sur un cycle, sur une nouvelle version tous les ans, il va y avoir beaucoup moins de features. Cette année, donc, il y a l'ECMAScript 2017 qui va sortir, et il y a une grosse feature sur l'asynchrone qui est l'implémentation du async await, qu'on connaît déjà bien en C# et qui va arriver enfin dans le JavaScript. Alors bon, c'est bien beau, tout ça, il y a plein de nouvelles features, etc. Le petit problème, c'est que comme je vous l'ai dit, oui. Par exemple, dans le JS, il y avait ce qu'ils appelaient les async parallèles, ce qui permettait d'envoyer plusieurs appels asynchrones en même temps. Ça a été remplacé par une promise, c'est ça? C'est les promises? Par les promises, ouais. Par les promises. Et donc ça, les async qui vont arriver, les await, vont remplacer les promises? Ouais, ça se cherche un petit peu, ouais. Ok. Parce que ça n'arrive pas à stabiliser quelque chose, quoi. Le problème, c'est qu'ils cherchent au maximum à rendre le flow asynchrone le plus lisible possible. Et ça s'est pas mal cherché. Et effectivement, il y avait une première façon de faire. Alors au début en Node.js, c'était avec plein de callbacks dans tous les sens, le callback L qu'on appelle. Et puis ensuite, il y a eu les fameuses promesses qui ont permis un petit peu d'avoir un flow plus lisible et surtout d'avoir des catchs qui permettent d'attraper les erreurs de plusieurs retours asynchrones, etc. Et l'async await devrait enfin stabiliser la chose, puisque pour ce genre de choses, je sais qu'avec l'ECMAScript 6, il y en a qui utilisent des générateurs couplés aux promesses pour avoir une sorte d'async await emulé. Il y a plein de techniques un peu compliquées pour l'asynchrone. Merci. Donc maintenant, tout ça c'est bien beau, on est très content, on a plein de nouvelles features, et puis on tombe sur ce fameux site qui s'appelle Kangax, et qui vous donne le taux d'implémentation des features de l'ECMAScript 6. Parce que quand je vous ai dit il y a une nouvelle version des normes, il faut que les navigateurs implémentent. Ils vont implémenter les nouvelles features, ils ne vont pas s'amuser à les implémenter sur toutes les vieilles versions de navigateurs. Mais vieilles, pas forcément si vieilles, puisque si je me permets de zoomer ici, là encore, on peut afficher sur ce site, vous avez tous les taux d'implémentation de l'ECMAScript 5, ECMAScript 6, etc. C'est super intéressant. Et j'ai pas mis afficher les obsolete browsers, ce qu'il appelle, donc c'est-à-dire IE10, etc. Déjà, on voit que là, je vous parle d'ECMAScript 6, IE11, on laisse tomber. Donc déjà, quand tu arrives chez un client, on dit ouais, il y a plein de nouveautés en JavaScript, on va faire ça, mais par contre, on laisse tomber IE11. Généralement, ça passe pas terrible. Et là, on parle toujours de IE, mais Firefox et Chrome, moi par exemple, chez mon client, on doit proposer l'application à des gens qui ont une version de
Firefox qui est bloqué à 30 ou 32, et c'est pareil, ça n'implémente qu'un très faible pourcentage de l'ECMAScript 6. C'est là qu'intervient la transpilation. Parce que le but de la transpilation, c'est de vous permettre d'utiliser dès à présent l'ECMAScript 7 et l'ECMAScript 6 sur des navigateurs qui ne le supportent pas encore, ou qui ne le supporteront d'ailleurs jamais. Et donc, qu'est-ce que va faire la transpilation dans ce contexte? Parce que la transpilation, ça veut dire beaucoup de choses, mais la transpilation de l'ECMAScript 6 vers un niveau d'ECMAScript plus faible, en gros, vous allez écrire des fichiers en ECMAScript 6, par exemple, avec des classes, et votre transpiler va lire ces fichiers et va vous émuler en ECMAScript 5 ce que vous écrivez. Alors, vous allez le voir plus en détail dans les démos. Et juste avant, je voulais revenir sur ces termes, donc la compilation, la transpilation et les polyfills. Alors très souvent, quand vous allez voir des talks sur TypeScript, on parle de transpilation, compilation, etc. Très simplement, bon, la compilation, tout le monde connaît. Hein, la compilation, j'ai du langage écrit dans un code source, je le compile dans un autre langage. Ok. La transpilation, c'est de la compilation, mais c'est un terme plus spécifique, c'est-à-dire que j'ai un langage écrit dans un code source, et je vais le transformer dans un autre langage, mais qui a le même niveau d'abstraction. Pour vous faire une idée plus précise, c'est par exemple quand je fais du TypeScript, ça donne du JavaScript, ça a le même niveau d'abstraction. Contrairement au C++, par exemple, où je le compile, ça devient du binaire, ça n'a pas le même niveau d'abstraction. Quand je fais du C#, c'est du code intermédiaire, ça n'a pas le même niveau d'abstraction, etc., etc. Donc c'est assez fin la différence. Par abus de langage, on parle souvent de compilation. Ensuite, il y a une grosse différence entre les polyfills et la transpilation. La transpilation, comme je vous l'ai dit, j'ai des fichiers qui sont écrits en ECMAScript 6, en ECMAScript 7, etc. Je lance mon transpiler, il va me recracher des fichiers en ECMAScript 5, et c'est ces fichiers en ECMAScript 5 que je vais référencer dans le head de mon navigateur et que je vais utiliser dans mon application. Contrairement au polyfill, donc ça c'est une phase qui se fait avant. L'utilisateur, quand il arrive sur l'application, il récupère les fichiers en ECMAScript 5 et c'est ça qui s'exécute. Les polyfills, j'écris des fichiers en ECMAScript 6, je charge dans mon head ces fichiers en ECMAScript 6 et je charge en même temps des polyfills. Et en fait, ce que va faire le polyfill, c'est qu'il va s'exécuter avant votre application et les ensembles de polyfills, ils vont détecter si le navigateur implémente nativement certaines features. S'il les implémente, alors tant mieux, il ne fait rien. S'il ne les implémente pas, il met un petit patch pour implémenter ces features. Donc là, ça se passe au runtime, au lancement de votre application. Il y a des cas d'utilisation un petit peu différents pour la transpilation et les polyfills. Parfois, on est obligé de coupler les deux. Généralement, on utilise plus souvent en ce moment la transpilation que les polyfills. Il y a des ralentissements. Par exemple, si tu prends un polyfill et que tu Alors, balances, il peut y avoir des ralentissements au niveau de le problème, c'est que ça dépend un peu de la feature à émuler. Je sais que par exemple, donc, il y avait, pour l'ECMAScript 6, je n'ai pas trop entendu de problème sur les ralentissements, mais je sais que par exemple, il y avait des normes sur les web components et il y avait un polyfill, notamment pour une feature qui s'appelle Shadow DOM et qui était vraiment extrêmement, qui me prenait des secondes. Donc c'était vraiment très. Il le fait à chaque fois ou il le fait qu'une fois pour toutes? Sur un navigateur précis, il fait la chaque fois qu'on lance l'application, chaque fois que. Je pose la question, c'est hyper bon. Alors, pour vous montrer donc voilà un petit exemple de transpilation, donc ça c'est le playground de TypeScript, c'est le petit bac à sable, vous tapez du code d'un côté, donc ici vous tapez du code en ECMAScript 6 et ça vous recrache de l'autre côté ECMAScript 5. Donc pour zoomer un petit coup, on voit le code ici écrit, donc c'est une classe, hein, une propriété, une méthode, un constructeur, ok, je vais créer une nouvelle instance, rien de plus simple, mais ça c'était déjà possible entre guillemets à faire en ECMAScript 5 avec une syntaxe modifiée, qui effectivement quand on vient du monde extérieur, voilà, ça fait un peu plus flipper que quand tu vois le mot-clé classe. Bon là nous, dans le monde du JavaScript on le connaît, c'est une IIFE, donc une fonction immédiatement auto-invoquée, et donc qui permet d'encapsuler du code et de simuler une classe. Et en fait, il y a énormément de choses comme ça qu'on faisait en JavaScript, et l'ECMAScript 6 a apporté du sucre syntaxique pour rendre la chose plus accessible, plus simple à lire, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de features qui sont très facilement transpilables. A contrario, il y a des features qui vont être impossibles qui va être impossible de transpiler.
Donc là, ici, je vous ai montré TypeScript. J'avais une petite slide aussi sur un autre transpiler qui s'appelle Babel. Ça peut arriver que vous tombiez dessus quand vous rentrez dans l'écosystème du JS, qui est aussi un très bon transpiler. La grosse différence, c'est que Babel est vraiment centré sur la transpilation ES6, ES7 vers l'ECMAScript 5 et 3, alors que TypeScript apporte des fonctionnalités supplémentaires que je vais vous détailler après. Donc maintenant, je vais vous parler de TypeScript. Je suis venu pour ça, ce serait pas mal quand même que j'aborde le sujet. TypeScript, en bref, qu'est-ce que c'est? C'est un surensemble du JavaScript. Donc en gros, on a l'ECMAScript 5, l'ECMAScript 6, l'ECMAScript 7, que je n'ai pas sur le dessin, et TypeScript, qui vient étendre et surenchérir tout ça. C'est made in Microsoft, donc c'est open source, c'est sur GitHub, c'est les équipes de Microsoft qui suivent le projet, etc. Mais il y a énormément de contributeurs du monde extérieur. Vous-même, vous pouvez également, vu que c'est open source, aller y contribuer. Et il y a vraiment un très fort engouement de la communauté sur ce sujet. C'est vraiment aussi ce qui fait sa force, puisque on voit qu'au fur et à mesure des versions, il y a de plus en plus de features qui arrivent et choses, et ça c'est pas parce qu'ils mettent les bouchées doubles, parce que Microsoft met les bouchées doubles, mais c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent et qui contribuent à ce projet. Et donc, il y a deux grosses features de TypeScript qui sont la transpilation et le contrôle statique. Donc ici, j'ai divisé en deux grosses parties toutes ces features. Pourquoi? Puisque comme je vous montrais dans les exemples après, tout ce qui est transpilé, c'est j'écris du code et puis il me le convertit en quelque chose d'autre. Donc j'écris, par exemple ici, je peux faire de l'ECMAScript 16 vers de l'ECMAScript 6, de l'ECMAScript 5 ou 3. Et évidemment, plus je descends, quand je commence à descendre dans l'ECMAScript 3, il y a plein de choses qu'il n'est plus possible de faire. Plus je descends bas, plus ça devient très difficile d'émuler les choses, que ce soit optimisé, ça devient compliqué. TypeScript apporte en plus les enums. Grâce à Angular 2 qui a contribué, on peut aussi faire des décorateurs. Des décorateurs qui sont des sortes d'attributs qui permettent d'ajouter des métadatas à des méthodes, des classes, etc. On peut faire également des namespaces. Les modules, c'est pas amené grâce à TypeScript, mais TypeScript a une façon particulière de transpiler ces modules. Mais là où je veux bien insister, c'est qu'à chaque fois qu'ici j'ai une feature, ce sont des choses qui vont recracher du code. Tout ce que j'ai ici, ce sont des features qui servent au contrôle statique, c'est-à-dire qui vont servir à TypeScript à nous remonter des erreurs et donc à contrôler notre code. Donc on a le typage des variables, des paramètres, des retours de fonctions. Donc ça, c'est ce qui fait un peu peur aux personnes qui font du JavaScript depuis très longtemps et qu'on commence à parler de typer leur langage. Généralement, ils ont horreur de ça. Mais la chose, c'est que ça apporte quand même beaucoup en lisibilité. Ça apporte beaucoup aussi sur le feedback au niveau de retour d'erreur. Ça permet d'avoir un retour d'erreur qui est quand même beaucoup plus rapide plutôt que de devoir lancer son appli et avoir des erreurs en runtime. Il y a également les interfaces. Donc vous pouvez écrire des interfaces pour décrire vos classes, pour décrire vos méthodes, etc. Enfin, pour décrire des fonctions. Vous pouvez mettre des champs en read-only, en privé, protégé. Vous pouvez utiliser les génériques, donc j'ai un type T et je recrache ce type T. Il y a d'autres features un peu plus avancées. Et là où je veux insister, c'est que quand je crée une interface, quand j'ajoute des types, tout ça, à la transpilation, ça va disparaître. Tous les types que vous mettez, les interfaces que vous créez, les interfaces, elles vont disparaître, tout ça va disparaître. Ça ne sert qu'au contrôle statique de TypeScript. Je donne un exemple, par exemple, je mets un champ en privé. Très bien. Déjà, quand ça va transpiler, ce champ ne sera pas marqué privé. Et de plus, quand je vais tenter d'y accéder quelque part dans mon application TypeScript, il va me souligner, il va me recracher une erreur en me disant « t'essayes d'accéder à un champ privé ». Et voilà, ça ne sert qu'à ce contrôle statique, mais le champ n'est pas réellement privé. C'est pareil pour tout ce qui est typage. J'ai souvent entendu ce genre de questions. Tout ce qui est typage, ça sert au contrôle statique. Ça ne va pas checker les types au runtime. Donc je mets number, j'essaye d'appeler cette fonction avec une chaîne. Il me dit non, ça ne marche pas. Je lui dis écoute-moi, transpile quand même, j'ai pas envie de savoir si ça ne marche pas. Il te permet de le faire, il n'y a pas de problème. Mais lui, il va te remonter une erreur. Il y a des choses qui sont intéressantes avec le control flow, puisque TypeScript, depuis la version 2.0 et depuis surtout aussi la version 1.8, va encore plus loin. Il essaye vraiment d'analyser dans le flow de vos fonctions où vous en êtes pour essayer de vous remonter d'autres types d'erreurs. Donc par exemple, il va essayer de remonter
il remonte des erreurs comme du code qui n'est pas atteignable, unreachable, des labels qui ne sont pas utilisés quand vous faites des boucles. Il remonte également, par exemple, quand vous faites des if, etc., qu'il y a un endroit où il n'y a pas de return, il va dire qu'il n'y a pas tous les chemins qui retournent quelque chose, etc., etc. Et ça a été vraiment aussi amélioré depuis la version 2.0. L'intégration dans les IDE. Alors ce slide, j'aime bien parce que moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, c'était un peu plus compliqué. C'était un petit peu difficile. Mais depuis, il y a énormément d'efforts qui ont été faits, et notamment Visual Studio Code, qui intègre nativement TypeScript et qui est vraiment un très bon IDE de la part de Microsoft que je vous conseille de tester. On peut retrouver tous les IDE qu'on peut utiliser, hein, Vim, Emacs, Sublime Text, WebStorm, Bracket d'Adobe, Eclipse, Atom de GitHub. Et il y a également ce petit dernier qui s'appelle Island Tools, qui a été fait par Ali Bassarat, qui est un des grands contributeurs de TypeScript et qui a sorti un IDE spécifique à TypeScript, qui est assez sympathique, que je vous conseille de tester. Et la seconde chose, c'est le tooling. Donc en JavaScript, on le sait tous, hein, on utilise de plus en plus d'outils pour builder ses sources, pour les concaténer, pour les minifier, pour faire ceci, pour faire cela, et pour lancer les tests unitaires, etc. Et la grande question, c'est ouais, mais quand je vais utiliser TypeScript, il y a plein d'outils que je ne vais plus pouvoir utiliser. Et ben c'est pas vrai, puisque pour tous ces outils, il y a des plugins qui existent. Pour Gulp, il y a un plugin qui existe, pour Grunt, pour Webpack, Shootspath, JSPM, Rollup.js, Karma, Browserify, etc. Pour tous ces outils, vous avez des plugins qui vous permettent facilement d'intégrer TypeScript dans ces outils. Et tout de suite, je vais passer à des petites démos. Et la première démo, ça va être une démo de migration. Parce que ça arrive souvent, moi j'ai un projet avec 500 fichiers JavaScript, ça va être une misère à migrer en TypeScript. Et bien justement pas du tout, ça a été prévu pour. Donc là pour la démo, tac. Hop. Donc vous me dites si à un moment vous voyez mal. Je vais lancer un livre de commande. Hop. Donc ici j'ai 2 fichiers JavaScript. Alors bon, généralement on n'a pas un fichier avec 2 fichiers JavaScript, on en a un peu plus. Déjà ce qui est intéressant, c'est que on peut... donc il n'y a rien de très intéressant dans ces fichiers. Ici c'est des fichiers écrits en ECMAScript 6, il y a des classes, ok, il y a des choses. Ce que je vais faire, c'est que, hop, j'ouvre en invite de commande. Et le compilateur TypeScript, c'est un compilateur qui peut s'utiliser par ligne de commande. Donc qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je ne vais pas me prendre la tête à taper. Hop, j'ai pas envie de faire d'erreur et de me planter. Hop. Donc ici, ce qui est important de voir, c'est que j'écris la ligne pour lancer le compilateur, je lui dis les fichiers à compiler et je lui mets holo.js. Ça, c'est très important quand vous migrez un projet. Pourquoi? Parce que vous lui dites, tu ne prends pas en compte que les fichiers .ts, puisque quand on fait du TypeScript, on écrit tous nos fichiers en .ts. Ici, on lui dit, j'autorise aussi des fichiers JavaScript à être transpilés. Et on indique aussi un répertoire de sortie. Donc si je tape ceci, boum, si je focus dessus, ce serait mieux, hop. Clac, ça y est, il m'a généré, et comme vous pouvez le voir, il a transpilé ses fichiers JavaScript. Ok, c'est génial. Ici, vous voyez que je passe des arguments, je dois lui passer les fichiers, c'est pas du tout la bonne façon de faire. Quand on veut migrer un projet, et quand on commence un projet en TypeScript, on fait toujours un tsconfig.json. Alors, tsconfig. Hop, ça c'est la base quand on fait du TypeScript. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On lui passe les options du compiler. Donc ici, j'ai très peu d'options. Il en existe vraiment toute une panoplie. Il existe une trentaine au moins d'options de compilation qui vous permettent d'être très précis dans la façon dont vous souhaitez transpiler vos sources, compiler, qu'est-ce que vous voulez checker. Par exemple, est-ce que je ne veux pas checker le code unreachable, est-ce que je ne veux pas, etc. etc. Quelle feature vous voulez activer, il y a plein de choses très précises. Et c'est pareil, là je ne précise plus les fichiers à la main. Je lui ai mis un globe, donc un pattern, pour lui dire tu me prends ici tous les fichiers que tu
Voilà. Donc ici, tous les fichiers que je trouve nativement, ça veut dire tous les fichiers .ts. C'est parce que je lui ai mis le holo.js qui me transpile ces fichiers JavaScript. Et maintenant, la première chose à faire, c'est d'aller sur un fichier, boum, et je le renomme en .ts. Bam, ça y est, déjà il me détecte des erreurs. Il me dit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc là, le contrôle statique de TypeScript se met en place. Chose qu'il n'y a pas dans le ici. Ici, je peux taper n'importe quoi, il va juste me le transpiler parce que je lui ai dit de le transpiler, mais sinon, il ne contrôle rien du tout. Et une première chose qui est intéressante, que vous voyez, c'est que c'est pas grave, je peux lui dire de compiler quand même. Si vous avez des gros fichiers JavaScript que vous venez de convertir en .ts, il peut arriver que vous n'ayez pas le temps, vous devez check-in précipitamment, vous n'avez pas le temps de tout corriger, c'est pas grave, votre appli elle va encore fonctionner, vous pouvez la transpiler sans problème. Et là, comme vous le voyez, il n'y a pas de problème, il a quand même transpilé. Et ensuite, tout simplement, eh bien, il me détecte des erreurs, j'ai plus qu'à corriger les problèmes s'il y en a. Alors là, c'est vraiment des problèmes assez grossiers, entre guillemets. Donc là, par exemple, ce qu'il faut faire, c'est commencer par typer. Donc ici, je lui dis que ça va être un nombre. Je déclare la propriété. Boum. Et donc, le but, c'est de commencer à faire ça, c'est de typer toutes les propriétés, les paramètres, etc., pour qu'il vous détecte un maximum d'erreurs. On a aussi l'autocomplétion qui se met en place. Donc là, il peut me redire si le nom de méthode que j'ai utilisé n'est pas bon, quel nom de méthode est disponible. Ici, il voit qu'il y avait un argument qui était nécessaire et que je ne fournis pas d'argument. Ici, il voit que c'est une chaîne alors que ça devait être un nombre, etc., etc. Maintenant, il y a une chose aussi que je vous ai expliqué tout à l'heure et que je voulais vous montrer, c'est ce fameux private. Ok, là il me dit, c'est pas bon ça. Il me dit, t'as pas le droit d'y accéder, c'est privé. Mine de rien, si je recompile ça, ok, il me dit que c'est pas bon, ça génère rien du tout, ça n'empêche pas du tout de compiler. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de code supplémentaire pour dire que c'est privé, c'est vraiment quelque chose qui sert uniquement à me souligner, à me remonter des erreurs, mais ça me transpile, ce mot-clé privé disparaît. D'ailleurs, toutes ces lignes à la transpilation, elles disparaissent. Donc ça, c'était le premier exemple. Je vais passer dans un deuxième exemple, un peu plus avancé, où je vais vous parler déjà des modules. Donc ici, il y a la même chose. Bon, il y a le target. Donc target, c'est en quoi on veut transpiler. Donc là, je lui ai dit, je veux transpiler en ECMAScript 5. On peut transpiler en ECMAScript 3, 5, 6 et puis 7. Enfin, pas en ECMAScript 7, ça n'aurait pas d'intérêt. Et les modules. Donc les modules, je ne sais pas si vous connaissez tous en JavaScript. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que maintenant, on n'écrit plus son fichier JavaScript dans un seul fichier. On fait une grosse appli monolithique ignoble. Maintenant, on a des applis vraiment complexes en JavaScript et on découpe ça en plusieurs fichiers. Le JavaScript de base a un espace de nom global et on ne veut pas polluer cet espace de nom global. Et donc, ce qui a été trouvé, c'est la méthode des modules. Et donc, dans chaque fichier, on va exporter seulement certaines choses et en importer d'autres. Et donc, chaque fichier va être un module. Ok, c'est très bien, sauf qu'on sait très bien comment il faut référencer un fichier JavaScript dans son HTML. Il faut faire une balise de script, tralala, le nom du fichier. Quand on a 200 fichiers qui dépendent les uns des autres et qu'il faut les référencer dans le commun, ça commence à devenir compliqué de le faire à la main. On se trompe d'une ligne, on change une dépendance, il faut réorganiser tous les fichiers. C'est intenable, c'est impossible. Donc on utilise ce qu'on appelle des bundlers. Et donc ces bundlers, on va leur donner le point d'entrée de notre application, ils vont déterminer l'arbre de dépendance de nos modules et ils vont nous générer un seul et même fichier. Et il n'y a que ce fichier qu'on va intégrer dans le head de notre navigateur, le head de notre HTML. Le problème, c'est que cette façon d'écrire les modules, avant, elle n'était pas standardisée. Elle est standardisée que depuis l'ECMAScript 6. Mais avant, il y a deux normes qui sont sorties, l'AMD et le CommonJS. Et il y a eu différentes implémentations. Le CommonJS, c'était plus généralement destiné, par exemple, ça a été implémenté par Node.js. Et puis l'AMD, c'était plus pour le front. Et donc, ça donne des syntaxes complètement différentes. Et donc, c'est possible qu'on ait des projets qui utilisent l'une ou l'autre syntaxe. Et en fait, ce que propose TypeScript, c'est d'utiliser la syntaxe ECMAScript 6. Donc j'écris mes modules à la sauce ES6. Donc la nouvelle syntaxe, c'est celle-là. Hein, c'est juste, je mets un mot-clé export. Je fais import from le nom du module d'où je souhaite importer
et ce que je veux en importer. Donc on écrit cette syntaxe, mais après on transpile ce que l'on veut. Donc ici, C'est l'équivalent d'un require. exactement, tu vas voir, exactement, puisque là, tu vois, si je lui dis CommonJS, donc je lui dis j'écris de l'ECMAScript 6, mais quand tu transpiles mes modules, je veux que tu utilises la syntaxe CommonJS. Ouais, ça fait Alors, tac, je vais faire un autre petit truc, c'est que je vais me faire une petite tâche parce que j'ai pas envie de lancer TypeScript TS.json. Tac, ok. Voilà, ce que j'ai fait, c'est une petite feature de Visual Studio Code, c'est j'ai écrit une tâche parce que j'ai pas envie d'ouvrir un invite de commande pour lancer le truc. Hop, ça me build, et là, maintenant c'est export.animal. Et maintenant, il fait require animal, etc., etc. Alors ça, ce code, c'est le code parce qu'on utilise le mot-clé, parce on étend des classes, et donc il a une façon particulière de l'implémenter en ECMAScript 5. Donc là, on peut voir require, ok. Maintenant, en fait, je fais de l'AMD. Boum, c'est parti mon kiki, je retranspile. Boom, define, require, export de l'AMD. Et donc ça vous permet d'utiliser une syntaxe unifiée et de switcher sur l'un ou l'autre système, etc., etc. Et ça vous permet surtout de reprendre des projets qui étaient faits avec du CommonJS ou etc. et de pouvoir utiliser la syntaxe ECMAScript 6 grâce à TypeScript. Donc ça c'est une feature qui est vraiment très intéressante sur les modules. J'ai juste une question. Ouais. Tu parlais tout à l'heure des types de variables. Le fait de mettre en read-only, par exemple, pour mettre en privé, si c'est qu'il y a une forme statique juste pour pouvoir une lisibilité de code, pour pouvoir vérifier, ça peut poser problème par la suite, ce cas où tu dis que derrière c'est plus interprété. Parce que ça te renvoie du JavaScript classique et qui donc ne prend plus la portée privée ou read-only, etc. Ça peut poser problème, ça, non? Si tu as une vision en te disant. Alors en fait, non, ça pose pas. En fait, le problème, ce qui pose problème, c'est si jamais tu outrepasses ces erreurs. Tu vois, genre par exemple, là, quand j'ai mis la chose en privé et que je lui dis bah je m'en fous de cette erreur, compile quand même, ouais, là tu vas commencer à avoir des soucis. Mais en fait, il y a quelque chose qui s'appelle une option de compilation qui s'appelle no emit an error, que tu peux mettre aussi, qui dit n'émets pas quand il y a des erreurs. Et qui dit remonte-moi juste ces erreurs, moi je veux tout corriger pour pouvoir. Et généralement, c'est un peu ce que tu fais quand tu as un projet stable, mais quand tu es en train de migrer, tu laisses la permission de balancer avec des erreurs. Moi par exemple, là sur mon projet de 2 ans et demi en TypeScript, il y a une base de code assez conséquente. Quand j'ai des erreurs TypeScript, je balance pas. Faut que j'ai tout corrigé avant de balancer, quoi. Parce que si tu commences à outrepasser ce que TypeScript te dit, il y a de moins en moins d'intérêt de l'utiliser, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec le son? Ok. Donc là j'ai quelque chose de très simple, hein. J'ai une classe mère, j'ai des classes qui l'étendent. Et bon, il y a des petites choses intéressantes, mais pour vous montrer ici, c'est une fonction. Et je lui passe un objet donc, de type animal. Et ici, dans le instance of, quand je tape animal, j'appuie ici. Et ici, il me propose de m'auto-compléter seulement ce qui appartient à la classe tigre. Et ça, c'est vraiment une option basique de TypeScript qui existe depuis un petit temps. Mais c'est ce que TypeScript se veut de plus en plus, c'est que quand vous commencez à taper des choses, vous proposez de vous auto-compléter en fonction de où vous vous trouvez dans le flow de votre code. Et c'est ce qu'il fait depuis la 2.0 de façon beaucoup plus poussée, ou dans des if, des switch, avec des conditions un peu plus délicates. Il vous propose vraiment d'auto-compléter vraiment ce qui est nécessaire, ce qui est possible, pour ne pas vous induire en erreur. Je switch tout de suite sur un exemple qui est très important. C'est les fichiers de définition en JavaScript. Pourquoi c'est un point très important? C'est parce que tout simplement, j'entends très souvent ah mais ça, est-ce que c'est utilisable en TypeScript? Est-ce que ça existe en TypeScript? Est-ce que... Si ça existe en JavaScript, c'est utilisable en TypeScript. N'importe quelle librairie, si elle est utilisable en JavaScript, elle est utilisable en TypeScript. Il n'y a pas besoin de conversion de quoi que ce soit. Maintenant, il y a besoin de ce qu'on appelle un fichier de définition. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et c'est pour ça que, par exemple, là, on parle de SharePoint qu'on peut utiliser avec TypeScript. SharePoint, je peux utiliser du JavaScript. Mais c'est parce qu'il y a des fichiers de définition pour SharePoint qui ont été faits et qui permettent d'utiliser TypeScript avec SharePoint. Et en fait, qu'est-ce que c'est ces fichiers de définition? C'est des fichiers qui vont décrire le code JavaScript et qui vont permettre de l'utiliser dans votre projet TypeScript. Là, je ne vous parle pas d'utiliser, de mixer des fichiers
.ts et des fichiers .js, je vous parle dans un fichier .ts d'utiliser du code qui vient de quelque chose en JavaScript. Donc j'ai un exemple tout con, Angular. La version 2, elle a été écrite en TypeScript, ok. La version 1, elle est écrite en JavaScript. Et puis dans l'écosystème du JavaScript, les 3 quarts des choses sont écrites en JavaScript. Je veux l'utiliser sans fichier de définition. Déjà, je ne peux pas l'importer en tant que module. Parce que pour l'importer en tant que module, en fonction de la syntaxe que j'utilise et en fonction de ce que TypeScript doit transpiler, TypeScript il a besoin de savoir si ce module, déjà, est-ce que c'est un module? Est-ce que je peux l'importer en tant que module? Est-ce que c'est un module qui s'exporte en AMD, en CommonJF, etc. Il a besoin de toutes ces infos et TypeScript il ne va pas s'amuser à les lire Angular pour comprendre. Il a besoin d'un fichier de définition pour le savoir. Ensuite, comme par exemple jQuery, et ben Angular il a une variable qui existe globalement, n'importe où dans le code, je suis censé pouvoir taper Angular, et c'est parti mon kiki. Et là, je ne peux pas. Donc j'utilise une verrue où je type Angular en any. Any, c'est assez connu en TypeScript pour être le mot-clé à bannir. En gros, ici, ça me permet de dire que c'est n'importe quel type. N'importe quel type, ça veut dire que c'est n'importe quoi, ça veut dire que j'ai aucune autocomplétion, j'ai rien, et il me permet de tout faire. C'est un var. C'est pas un var, parce que si c'est un var, c'est tout n'importe quoi, et c'est la compilation qui le sait, quoi. Voilà, mais là la différence, c'est que généralement, quand tu types, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que par exemple, quand tu mets un number, un string, etc., il va activer un contrôle statique là-dessus pour vérifier que tu as fait que les bonnes choses. Et quand tu mets du any... Ah bah le var en C#, c'est la même chose. En fait, c'est pour surtout pour les appels API ou quoi, où tu ne sais pas définir le type, parce que le web service te renvoie le type en fonction de certains trucs. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est un peu le même principe. C'est hyper bon. C'est un peu le même principe, sauf que le var génère quelque chose derrière, alors qu'ici, ton any va disparaître à la transpilation, il se passe rien. Oui, il génère rien. Ah oui, là c'est un peu moins sécurisé. Et donc, on voit que bon, voilà, c'est totalement inutilisable, et ça n'a aucun intérêt. Dès qu'on utilise des librairies externes, il faut utiliser un fichier de définition. J'ai fait une presse il n'y a pas longtemps, peut-être par TypeScript, parce qu'avant les fichiers de définition, il y avait des outils, des CLI externes qui permettaient de les gérer, c'était le bordel. Et depuis la 2.0, eh ben, il y a seulement besoin de NPM. Donc NPM, on en a parlé brièvement à la session d'avant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nugget de JavaScript. C'est un gestionnaire de package, tout simplement. Et ici, dans mon package.json qui décrit les packages dont j'ai besoin, eh ben, je lui ai dit Angular et je veux @type/Angular. @types, donc ça c'est une façon de définir, c'est des scope packages. Et donc c'est un package qui regroupe un ensemble de choses. Et ici, dans @type, vous allez trouver tous les fichiers de définition de vos librairies préférées, donc que ce soit Angular, jQuery, underscore, Lodash, etc., etc., etc. Et donc il y a ces fameux fichiers de définition. Ici, donc, je le récupère très simplement. Donc ici, il a été installé. Hein, je ne voulais pas l'installer en direct live parce que je n'avais pas envie de tester le Wi-Fi. Maintenant, il y a une autre chose, c'est qu'avant, c'était aussi compliqué de les intégrer, de référencer ces fichiers de définition. Il fallait les référencer à certains. Maintenant, avec la 2.0, pas de problème. TypeScript, c'est automatiquement chercher dans notre module @type vos fichiers de définition. Donc là, on voit déjà une grosse différence, c'est que je peux importer Angular. Seconde chose, j'appuie sur F12, boum, j'ai le fichier de définition d'Angular. Donc tous les fichiers de définition, c'est des points DTS. Mais en fait, qu'est-ce que c'est le point DTS? Eh bien, ça décrit toutes les interfaces d'Angular avec de la documentation et ça décrit toutes les interfaces avec du type. Donc en fait, c'est vraiment la description de la librairie Angular. Et qu'est-ce que ça va apporter? Donc ça, je suis revenu sur le main de mon ancienne application. Hop. Donc avec DTS, on va voir la grosse différence. J'arrive, boum, je tape Angular, tac, ça y est, j'ai accès à toutes les méthodes. Ok, celle-là par exemple, je peux regarder, j'ai la doc, j'ai tout ce qu'il faut, et il va lancer le contrôle statique sur tout ce que je passe. Genre là, par exemple, il va attendre une string en entrée. Si jamais je lui mets n'importe quoi, il va me dire que ça ne fonctionne pas, etc., etc. Donc les fichiers de définition, c'est ce qui vont vous permettre d'intégrer, en tout cas d'une façon, de la bonne façon, des librairies externes écrites en JavaScript dans votre projet TypeScript.
dernière que je voulais vous montrer également, je ne sais pas si on a encore le temps, je pense qu'on a encore le temps, c'est TSLint. Donc TSLint, pour ceux qui connaissent un peu Code Analysis en C#, c'est l'analyse de code, mais pour TypeScript. Donc en JavaScript, on avait déjà JSInt, ESLint, etc. qui permettent de faire donc, de l'analyse de code. Et TSLint est spécifique pour TypeScript. Et il permet donc de faire l'analyse de code pour TypeScript. Et ce qui est super intéressant, c'est que ici, par exemple, sur Visual Studio Code, vous avez un petit plugin, TSLint. Donc on installe ce plugin. Ensuite, ici, j'ai toujours les fichiers de la deuxième démo que je vous avais montré. Ok, génial. Et là, il suffit que je rajoute un petit tslint.json. Boum. Pour la configuration, je ne vais pas me prendre la tête, parce que je ne vais pas taper tout ça à la main. Hop. Et grosso modo, la configuration, elle est très simple ici. Hein. Je l'ai repris du site de TSLint. Et en gros, TSLint a des sets de base préfaits. Je lui dis, bah écoute, je prends tes dernières règles, les dernières règles que toi tu dis qu'il est bon d'activer, qu'il est recommandé, et je peux étendre ces règles. Donc je peux surcharger. Je peux désactiver certaines règles, changer les options des règles. Et franchement, sur leur site, toutes leurs règles sont référencées. Il y a des super bons exemples sur leurs règles, on comprend très vite ce qu'elles veulent faire et comment on les utilise. Et une fois que j'ai mis ça, c'est parti mon kiki. Tout ce qui est en vert, c'est TSLint. Donc il me dit par exemple le mot var, maintenant on ne l'utilise plus, il faut utiliser let2const. Par exemple, en JavaScript, on peut utiliser des simples quotes ou des doubles quotes, mais il faut être consistant. Et là, il me propose par exemple d'utiliser des doubles quotes. Les commentaires, il me dit qu'ils sont mal formatés, etc., etc. Là, il me dit par exemple que je dois marquer la méthode en privé, public, protected, et pas laisser la chose par défaut, etc., etc. Donc il y a plein de choses super intéressantes. Par exemple, il y a aussi le console log, où il dit l'appel au console log n'est pas autorisé, puisque souvent on tape des console log pour faire des tests des fois de temps en temps et on oublie de les virer. Et il y a autre chose qui est très intéressant, depuis la nouvelle version aussi de TSLint, c'est que maintenant on a cette petite ampoule et il propose d'autofixer les problèmes. Ça veut dire que TSLint peut se lancer aussi en ligne de commande, et donc dans votre workflow JavaScript, vous pouvez lancer TSLint et activer l'autofix. Et donc, tout par exemple, j'ai pas envie de me balader dans mes fichiers et remplacer tous les simples quotes par des doubles quotes, ou si j'ai décidé que tout devait être simple quote, j'ai pas envie de tout remplacer par des simples quotes partout. Si j'ai 300 fichiers, j'ai pas envie de me faire chier aller sur les 300 fichiers. Boum, je balance l'autofix, il va se débrouiller tout seul. Et bien ici, c'est pareil. Il y a plein de choses qu'il arrive à autofixer. Ici, il veut bien me remplacer tous les mots clébards par du let, etc., etc. Alors il y a d'autres choses, c'est un peu plus compliqué à autofixer. Hein. Ici, il ne me propose pas d'autofixer quand je n'ai pas déclaré en public, privé, protected, parce que c'est à moi de définir comment je veux le déclarer. Mais c'est une feature aussi qui est assez nouvelle, et donc je pense que peut-être par la suite, ça sera possible de définir ces choses-là et de définir la façon dont il autofixe les choses. Autre chose, vous voyez ici, il y a Rule Directory, il est possible de définir ses propres règles d'analyse de code. Et c'est par exemple ce qu'a fait Angular 2. Donc Angular 2, quand vous mettez extend, vous ne mettez pas TSLint de la test, vous mettez l'ensemble de règles de Angular 2. Et vous pouvez surcharger ces règles, etc. Et donc dans Rule Directory, vous pouvez mettre des répertoires dans lesquels vous avez défini vos propres règles. Et puis par contre, on est dans l'analyse de code standard. Donc ici, j'ai envie de désactiver cette règle. Et ben c'est très simple, c'est un commentaire, je ne sais plus c'est quoi la syntaxe exactement, c'est ça. Et c'est TSLint disable, et puis ensuite je peux préciser la règle, etc. Mais ça revient exactement comme dans Code Analysis. Oui. J'ai l'impression que JavaScript devient comme du C# en fait. Et ça n'a pas fait pleurer les gars JavaScript, parce qu'à la base, moi je viens du C++ et du C#, etc. Je voyais les gars JavaScript, c'était du code non structuré, les callbacks allaient partout. Si tu avais une page, ils écrivaient sur une page dans un notepad, et ils restaient sur le notepad et ça faisait des callbacks de partout. Et c'est ça qu'ils aimaient. Et aujourd'hui, on est en train de les structurer avec des classes, de les structurer avec des utility-sense, on est en train de les structurer avec de l'auto-correction, etc. Alors pour revenir, ça, c'est votre expérience que je voulais. Parce que c'est quand même. Pour revenir sur ce truc-là, effectivement, il y a des gens, ils aimaient bien JavaScript pour son côté un peu acquis et tout ça, un peu non structuré, un peu électron libre. Mine de rien, j'ai quand même connu des personnes qui, déjà avant cette structuration, structuraient déjà leur code. Après, le problème, c'est qu'ils structuraient déjà leur code, mais pas forcément tout le monde dans l'équipe. Et ça venait là apporter un peu plus de structure, c'est aussi positif.
Maintenant, ça dépend un peu des gens. C'est vrai que moi, par exemple, pour vous donner un exemple, quand je suis arrivé dans mon équipe, en fait, c'était l'équipe back-end qui avait décidé que la stack front devait intégrer du TypeScript, mais ceux qui s'occupaient de la stack front ne voulaient pas de TypeScript. Parce qu'ils voulaient pas, déjà ils voulaient pas de TypeScript, parce qu'ils voulaient pas ajouter des types, et ils voulaient pas de l'ECMAScript 6, etc. Suite à des discussions et à un accompagnement, etc., ça a fini par se faire. Mais c'est vrai que ça a été assez compliqué parce que, déjà par exemple, ils avaient l'impression que les classes étaient amenées par TypeScript. Et c'est la nouvelle version de JavaScript, donc à un moment il faut passer à autre chose, quoi. C'est juste la remarque parce que je voyais toutes les fonctionnalités là. Ouais. En fait, elles sont implémentées par défaut. Tout à fait. C'est ce qu'on a aujourd'hui sur un Visual Studio 2015. Tout à fait. Mais c'est encore assez controversé, hein. Il y en a beaucoup encore qui sont dans le fait de ne pas utiliser des classes. Après, le piège, c'est de comprendre que les classes, ok, il y a des classes, par contre, ça reste du JavaScript, et donc on n'est pas en train de faire du C#, et qu'il y a pas mal de problématiques derrière ou de choses, et on est quand même côté client, et donc c'est pas du back-end qu'on est en train de faire. Et par exemple, en JavaScript, on n'est pas obligé de créer une classe pour créer une instance, on peut créer un objet literal object, donc un objet inline. Et dans les cas où il est possible de le faire, on n'a pas besoin de créer de classe, autant pas créer de classe inutilement et faire un objet. Enfin, tu vois, il y a toujours, faut toujours peser le pour et le contre des features qu'on utilise. Complètement, je vois les namespaces aussi. Alors c'était pas ça, tu avais une variable, elle pouvait être globale, tu te baladais n'importe où, tu pouvais la réutiliser. Aujourd'hui, il y a des namespaces avec des portées, avec des choses comme ça. Je me dis, cette évolution-là, on se retrouve avec un JavaScript un peu plus structuré et un peu plus cadré en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Et TypeScript justement vient apporter un peu une couche supplémentaire du fait qu'on type, etc., nos variables, fonctions, etc. Donc pour faire une petite conclusion, TypeScript ça booste votre productivité, notamment avec le control flow qui vous permet donc déjà en ayant un feedback sur les erreurs beaucoup plus tôt, et puis en autocomplétant seulement ce qui est nécessaire, ça améliore la scalabilité de vos applications front. C'est facile à prendre en main si on connaît ECMAScript 6. Si on ne connaît pas ECMAScript 6, il y a du boulot, et c'est vrai. C'est peut-être un petit peu... au début, on se pose pas mal de questions sur la façon de l'intégrer, mais en fait, c'est des questions qui sont assez inutiles. Et la doc de TypeScript sur le site officiel a été vraiment améliorée, et maintenant elle est vraiment très bonne. Il y a une très bonne intégration dans l'environnement front-end, et il y a beaucoup de ressources pour vous aider. Et il y a cette slide que je voulais vous montrer. J'ai mis des ressources utiles. Pour l'ECMAScript 6, j'ai mis les specs. Le repo, comme je vous disais, des propositions que vous pouvez suivre en live. Et vous pouvez également faire des propositions si vous voulez qu'il y ait des choses dans l'ECMAScript 7 ou 8 si vous avez des idées pour JavaScript. Et il y a 2 e-books ici. Et ces e-books, alors par contre, c'est des e-books costauds, hein, ils font du 400, 500 pages, etc. Mais par contre, ils vous détaillent l'ECMAScript 6 de fond en comble, et c'est vraiment des très bons livres. Et en lisant ça, vous allez vraiment devenir des boss de S6. Pour TypeScript, le site officiel a mis sa doc à jour, et maintenant elle est vraiment très bonne. Par contre, cette doc provient de leur repo GitHub. Donc sur le repo GitHub de TypeScript, il y a l'onglet Wiki. Et en fait, c'est la doc qui est plus à jour. Parce qu'en fait, ils essaient de synchroniser un peu cet onglet Wiki avec la doc de TypeScript, et des fois, c'est pas totalement synchrone. Donc des fois, vous pouvez avoir plus d'infos sur le repo GitHub. Et je voulais aussi montrer un livre qui est un petit peu moins connu sur TypeScript, qui est super intéressant. C'est le livre d'Ali Bassarat, celui qui a fait Island Tools, qui a écrit un guidebook, donc un livre open source. Et donc en plus, il y a plein de contributeurs de TypeScript qui ont participé aussi à ce livre. Et il apporte vraiment plein de choses, il rentre vraiment très profondément dans TypeScript. Vraiment super intéressant comme ressource également. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je voulais remercier les sponsors, Camway, K2 et Delete. Et puis merci à la communauté AOS de m'avoir accueilli. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?